Cette émission vous est proposée par la Banque Atlantique. Bonsoir à tous, bienvenue à Business Première, votre magazine dédié à l'économie sur Vox Africa. Au sommaire de cette émission, les défis de la bancarisation en Afrique et particulièrement dans l'espace UEMOA. Ce sera avec notre analyste financier Lo Damas. Damas, bonsoir. Bonsoir Christiane. En seconde partie d'émission, nous aurons pour invité M. Serge Kouamélan, qui est directeur exécutif de l'Association professionnelle des banques et des établissements financiers de Côte d'Ivoire. M. Kouamélan, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, comment s'organisent les professionnels du secteur? C'est ce que nous verrons entre autres avec vous. Ce sera en seconde partie de cette émission. Tout de suite, place aux news. Nous ouvrons les news avec l'UEMOA, l'Union économique monétaire ouest-africaine qui a 20 ans. Et c'est à Ouagadougou, capitale burkinabé, qu'a eu lieu le 20 octobre la cérémonie commémorative. Les chefs d'État de cet espace ont pris part à l'événement et étaient réunis autour du thème l'UEMOA 20 ans, les voies d'un développement solidaire. Au cours de la dernière décennie, l'UEMOA a investi plus de 306 milliards de francs CFA dans la réalisation de plus de 163 projets en Afrique. Toutefois, force est de constater que nombreux sont les défis encore à relever, notamment en matière de lutte contre la pauvreté, d'autosuffisance alimentaire, de compétitivité économique et de libre circulation des personnes et des biens. Toujours dans la zone UEMOA, mais particulièrement au Sénégal cette fois, il faudra encore patienter quelques années avant de voir jaillir l'or noir des terres sénégalaises. D'après Mamadou Faye, le directeur de la société publique sénégalaise pétrolière Petrosen, le premier baril ne serait pas produit avant 2019 voire 2020. Cette déclaration fait suite à la récente découverte de pétrole au large des côtes sénégalaises. L'exploration du pétrole et du gaz au Sénégal a commencé dans les années 50 avec plus de 140 puits creusés jusqu'à présent. Cependant, il n'y a actuellement aucune production de pétrole et seulement un champ de production de gaz onshore. Et puis le 16 octobre dernier, le prix Cartier Women Initiative 2014 a récompensé Adjenyo Ida Chaba du Nigeria pour la zone Afrique subsaharienne pour son entreprise Mitimet, spécialisée dans la production d'accessoires pour la maison en jacinthe d'eau tressée. Le prix a également récompensé l'Égyptienne Mariam Azam pour la zone Afrique du Nord et Moyen-Orient pour sa société de recyclage de sacs plastiques en vue d'en faire des objets de design. Pour rappel, le prix Cartier Women Initiative récompense des femmes entrepreneurs aux projets innovants. Voilà, c'était là un bref tour de l'actualité africaine. Parlons à présent bancarisation. Alors, Damas, oui. On le sait, en Afrique, le taux de bancarisation est le plus bas au monde comparé aux autres continents. Mais pourquoi? C'est ce que vous nous expliquez? Oui, justement, nous allons donner des raisons à cela. Le constat, il est clair. Il y a beaucoup de banques qui opèrent en Afrique, mais malheureusement, la population a du mal à souscrire aux produits bancaires. Qu'est-ce qui fait que la population est encore réticente vis-à-vis de tout ce qui est produits bancaires? Nous aurons le temps d'entrer dans les détails tout à l'heure. Eh bien, défi de la bancarisation en Afrique et spécialement dans l'espace UEMOA. Suivons ensemble le reportage. Le système bancaire de l'espace UEMOA renforce son dynamisme avec le nombre croissant d'agences et la multiplicité des offres de produits bancaires. L'exemple de la Côte d'Ivoire, avec ses 24 établissements bancaires, illustre bien le niveau de concurrence qui règne dans ce secteur d'activité. Mais le gros contraste qui accompagne cette expansion est le très faible niveau de bancarisation de la population dans cette zone monétaire. Les statistiques de la BCEAO font ressortir un taux de bancarisation inférieur à 14% dans la zone UEMOA. Au Maroc, il tourne autour de 30%. En Afrique du Sud, il est évalué à environ 52%, alors qu'en France, il avoisine les 90%. Une question cruciale paraît donc évidente. Pourquoi les populations africaines en général et celles de l'UEMOA en particulier n'ont pas encore l'habitude d'ouvrir un compte bancaire? Que pensent-elles des prestations des banquiers? Pour ce qui est des rares usagers de produits bancaires, quels sont les produits auxquels ils souscrivent le plus? On parle de crédit préscolaire et on met les taux 7%. Et lorsque vous rentrez, vous trouvez plus de conditions par rapport à ce qui est affiché. Ça, c'est du marketing. On attire les gens et quand on y rentre, on ne voit pas pratiquement ce qui a été proposé au départ. Au niveau des AGO aussi, j'estime que c'est beaucoup élevé.
au niveau des agios. Et puis, je trouve que la banque n'accompagne pas véritablement la population dans divers projets. Et donc, du coup, la population n'est pas très intéressée par les produits bancaires. Voilà, on ne met pas notre argent, comme on le dit, là, à la banque. On préfère soit emprunter auprès de particuliers, par exemple. Le constat saute aux yeux. Les banques ne font pas l'unanimité auprès des populations. Plusieurs chefs d'entreprise continuent de se plaindre du manque de financement de la part du secteur bancaire. Les banquiers, de leur côté, brandissent des chiffres qui prouvent tout à fait le contraire. De nos jours, bon nombre de personnes ont encore du mal à être rassurées par les produits bancaires et préfèrent garder de fortes sommes d'argent à leur domicile, mettant ainsi leurs revenus en perpétuel danger. L'ambition d'atteindre l'émergence d'ici quelques années anime plusieurs pays africains. Mais ce qu'il convient de ne pas omettre, c'est qu'un tel défi passe nécessairement par un rehaussement du taux de bancarisation. Quelles mesures concrètes adopter afin de permettre aux populations africaines de s'intéresser beaucoup plus aux produits bancaires? Telle est l'épineuse question à laquelle les autorités politiques et monétaires africaines devront apporter des éléments de réponse pour effectivement faire progresser le taux de bancarisation en Afrique de l'Ouest. Alors, Damas, comme le montrait clairement ce reportage, le taux de bancarisation en Afrique est en deçà des 14%. Qu'est-ce qui pourrait donc justifier ce faible taux? Oui, en termes de justificatif, il y a plusieurs raisons qui peuvent être évoquées. Nous parlerons d'abord de l'aspect, enfin, du taux d'analphabétisme qui est élevé quand même en Afrique. Donc, il y a une certaine population, une bonne frange de la population qui est analphabète. Cela fait que elle est réfractaire à tout ce qui est produit bancaire. L'autre aspect aussi, c'est la cherté de certaines prestations bancaires. C'est vrai qu'au Maroc, dans l'espace UEMOA, il y a des mesures qui ont été prises tout dernièrement pour rendre certains services bancaires gratuits. Mais avant que ces mesures ne soient prises, il y a beaucoup de prestations bancaires qui étaient jugées un peu chères par la population. L'autre élément que je peux mettre en exergue, c'est le fait qu'il manque certaines agences dans les zones rurales, par exemple. Il n'y a pas de guichet automatique dans les zones rurales, alors que dans ces mêmes zones rurales, il y a des personnes qui ont assez d'argent et qui ne veulent pas payer des frais de transport pour aller, par exemple, dans la ville principale pour effectuer des dépôts bancaires. Donc l'idéal aurait été que les banques se rapprochent beaucoup plus de la population, notamment de la population rurale, pour permettre de rehausser un tant soit peu le taux de bancarisation. À ce sujet-là, d'ailleurs, quand même, en tout cas en Côte d'Ivoire, on remarque que les banques de plus en plus se rapprochent des clients, puisqu'il y a de plus en plus d'agences qui sont créées ci et là dans les villes. Oui, tout à fait. Depuis ces dernières années, les banques ont décidé de se rapprocher de la population. Et j'en veux pour preuve les derniers chiffres. En 2008, nous comptions 281 agences sur toute l'étendue du territoire. Et à fin décembre 2013, nous enregistrons 561 agences. C'est quand même 50% de plus. 50% de plus. Donc pour vous dire que la bancarisation est une réalité et l'objectif des établissements de crédit de Côte d'Ivoire, c'est d'œuvrer à améliorer le taux de bancarisation. Et le thème de l'année au niveau de l'APB, c'est un citoyen, un compte bancaire. Un citoyen, un compte bancaire. Eh bien, pour le peu d'Africains qui ont déjà un compte bancaire, vous qui êtes allé sur le terrain pour mener toutes ces investigations, quelles sont les relations qu'il y a entre ces personnes qui ont un compte bancaire et leur banque? Les PME exigent plus de flexibilité au niveau des banques. Les PME disent par exemple que lorsqu'elles vont solliciter des financements bancaires, elles trouvent les banquiers trop accrochés à leurs ratios financiers, trop exigeants, etc. Okay? Et donc cela fait que les PME sont réticentes, les PME exigent beaucoup de choses, beaucoup de flexibilité aux banquiers. L'autre élément aussi, ce sont les taux d'intérêt en fait. Les taux d'intérêt, ça dit que lorsque le banquier donne du crédit à quelqu'un, il facture cela avec le taux d'intérêt. Beaucoup de personnes estiment que les taux d'intérêt pratiqués par nos banquiers coûtent cher. Les taux d'intérêt tournent autour de 10% par exemple au niveau de l'espace UEMOA, 10% de façon annuelle. Ça, c'est trouvé cher par beaucoup de banques. Ceux qui ont, par exemple, qui sont beaucoup plus portés sur tout ce qui est dépôt bancaire, ceux qui font les placements bancaires, estiment également que le taux de rémunération qui est servi par les banques n'est pas assez. Quand vous placez de l'argent à travers les dépôts à terme en banque, la banque vous sert autour de 3,5% à peu près pour un placement autour de 6 mois. Okay? La population, enfin, une bonne partie de la population estime que... Je sens M. Kwamelan réagir, je sens qu'il a beaucoup de choses à dire. Il sait de quoi il s'agit justement. Oui, la population estime que les 3,5%, c'est peu.
Nous allons poursuivre sur l'investigation de Damas et pour parler cette fois de l'environnement concurrentiel entre les banques, vu qu'elles proposent toutes à peu près les mêmes services avec à peu près les mêmes coûts. Donc, comment se départager quand on est potentiel client, choisir une banque par rapport à l'autre? Oui, c'est là que le client attend que les banques puissent faire preuve d'innovation. D'accord? Mais là aussi, on a l'impression que les banquiers s'entendent, on a l'impression que les banquiers sont un peu en harmonie avec leurs différentes prestations et on ne sent pas véritablement la concurrence. La concurrence, ce n'est pas le luxe qu'il y a dans les différentes agences, tout et tout, mais on attend à ce que lorsqu'on va dans une agence bancaire, la facturation, les produits qui sont proposés soient différents lorsqu'on va dans une autre agence bancaire. Mais curieusement parlant, on voit que les produits se ressemblent, les mêmes taux sont pratiqués et nous, en tant qu'analystes, on a l'impression que les banquiers évitent par exemple de baisser leur taux d'intérêt parce qu'ils ne veulent pas tuer le marché bancaire. Le financement des PME par les banques, est-ce quand même une réalité? Parce que vous disiez tout à l'heure qu'il y avait des entreprises qui se plaignaient du fait qu'elles ne soient pas suffisamment accompagnées dans les investissements. Mais quand même, les banques, je suppose, font quand même des prêts. Après tout, elles ont quand même quelque chose à y gagner. Oui, les banques financent les PME, mais les PME ont l'impression aussi que les banques ne les accompagnent pas suffisamment. D'accord? Les PME trouvent les banques exigeantes. Quand vous allez voir le banquier, il va vous demander un certain nombre de garanties. Je vous donne du crédit, mais vous présentez quoi comme bien pour que moi je puisse couvrir le risque que je prends sur cette opération. Donc les banques demandent trop de garanties. Les banques aussi estiment que les PME évoluent beaucoup dans l'informel. Vous voulez que je vous donne du crédit en tant que banquier, c'est vrai, mais est-ce que, au niveau légal, est-ce que vous êtes constitué comme il faut? D'accord? Il y a des PME qui n'ont pas de sièges, il y a des PME qui évoluent totalement dans l'informel et cela ne rassure pas du tout les banquiers. Mais les chiffres, certains chiffres, notamment au niveau de la BCEAO, permettent d'attester que tout de même, c'est vrai qu'on peut reprocher beaucoup de choses aux banquiers, mais le constat c'est que les banques soutiennent quand même les PME. Et les chiffres le démontrent. Quand vous prenez au niveau de les chiffres de la BCEAO, sur le premier trimestre de l'année 2014, le crédit à l'économie, c'est-à-dire que le financement que les banques ont apporté au niveau des PME, des entreprises, etc., est évalué à autour de 2659 milliards de francs CFA. Ça, c'était au premier trimestre de l'année 2014. Quand on arrive au niveau du second trimestre, on est passé de 2000 à maintenant 3056 milliards de francs CFA. Quand vous faites le rapprochement, la déduction, vous tombez sur un taux de croissance de 31%. Donc, les chiffres montrent qu'effectivement, les banques ont soutenu les PME, mais nous, en tant qu'analystes, on peut dire que c'est vrai, vous soutenez les PME, vous les banquiers, mais le soutien n'est pas suffisant. Vous pouvez donc mieux faire. On retiendra donc quand même que tout n'est pas noir et que quand même les banques font quand même un minimum pour accompagner les entreprises, n'est-ce pas? Je ne dirais pas un minimum. Les banques font beaucoup pour accompagner les entreprises, surtout dans un environnement qui est l'environnement dans lequel nous existons. Eh bien, c'est ce que je vous propose de développer dans la seconde partie de cette émission. Pour l'heure, je vous propose de marquer une pause publicitaire. Merci de rester avec nous pour cette seconde partie d'émission de Business Première dédiée à la bancarisation en Afrique et principalement en espace UEMOA. Et notre invité pour ce numéro est M. Serge Kouamélan, qui est directeur exécutif de l'Association professionnelle des banques et des établissements financiers de Côte d'Ivoire. Eh bien, M. Kouamélan, je vous souhaite à nouveau la bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, pouvez-vous nous dire en quelques mots ce que c'est que l'Association professionnelle des banques et des établissements financiers de Côte d'Ivoire? L'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire, pour résumer, est le patronat des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire un patronat a pour but de défendre les intérêts de ses adhérents, d'œuvrer à la promotion des activités de ses adhérents. 55% seulement des Africains instruits possèdent un compte bancaire. Quelles sont les actions que mènent les professionnels des banques et des établissements financiers pour pousser plus haut le taux de bancarisation? C'est une réalité. Le taux de bancarisation en Afrique, il est bas. C'est vrai que dans certaines zones de l'Afrique, il est beaucoup plus élevé que d'autres. Et pour ça, nous avons
au niveau de l'APB, donc instaurer pour cette année et les 2 années à venir, le thème qui est un citoyen, un compte bancaire. Un citoyen, un compte bancaire, c'est votre objectif. Depuis le 1er octobre, les services bancaires sont gratuits. Est-ce que c'est pour atteindre cet objectif? Quels sont les autres impacts attendus de cette gratuité? En début d'émission, M. Damas expliquait que l'un des éléments qui faisait que le taux de bancarisation était faible, c'était la cherté de certains services, le coût de certains services. Depuis 2 ans, la Banque centrale et les différents établissements de crédit de l'Union ont étudié cet aspect et en octobre, donc, cette décision est entrée en vigueur portant sur la gratuité d'un certain nombre de services bancaires. Effectivement, cette disposition a pour but de permettre à encore encourager un plus grand nombre de la population à aller vers les établissements de crédit, à utiliser les différents services bancaires. Et nous pensons que c'est un élément permettant d'atteindre, d'accroître le taux de bancarisation. Et vous pouvez citer ces services devenus gratuits depuis le 1er octobre? La consultation des comptes, certaines opérations effectuées sur le compte et certains versements, certains virements qui sont effectués font l'objet de gratuité. Eh bien, Damas. Oui, M. Kwamelan, je vais rebondir sur un certain nombre de choses. On constate donc sur le marché qu'il y a beaucoup de banques qui existent, il y a beaucoup de produits bancaires qui sont mis sur le marché, mais en même temps qu'il y a beaucoup de produits bancaires qui sont commercialisés, il y a très peu de comptes bancaires qui sont ouverts. Comment est-ce que vous pouvez expliquer cette contradiction, j'ai envie de dire? Je pense qu'il faut relativiser les choses, parce que lorsqu'on prend les rapports, les différents rapports de la commission bancaire et de la Banque centrale, nous nous rendons compte que le nombre de comptes détenus par la population est en évolution année par année. Mais si nous voulons faire le rapport avec le total de la population, c'est vrai qu'il n'est pas élevé. Mais comme vous avez eu même à le soulever, il y a le phénomène de l'alphabétisation. Et également l'accès, l'ouverture de compte, la détention, la possession du compte est un élément également culturel. Beaucoup de nos populations ne veulent pas ouvrir de compte. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est de procéder à une éducation financière, une sensibilisation. Et c'est ce que l'Association professionnelle des banques essaie de faire à travers déjà les journalistes avec qui nous avons des formations pour leur expliquer ce que c'est que la banque. Nous avons des partenariats aujourd'hui qui sont en train d'être finalisés avec le ministère de l'Éducation nationale pour assurer une éducation financière de nos enseignants, de nos écoliers. Nous avons décidé d'aller vers les populations, ce qui justifie le redéploiement des banques sur tout le territoire national. De 281, nous sommes passés à 561. Ensuite, il y a le développement de nouveaux services, notamment le SMS banking, le mobile banking. Vous savez, en Afrique, il y a beaucoup plus de téléphones portables que de prises électriques. Parlons justement de mobile banking. Est-ce que ce nouveau mode de paiement ne creuse pas le fossé entre la clientèle et la banque, puisque de moins en moins, le client a besoin de se rendre à la banque à partir de son téléphone portable, il passe des transactions. Ça creuse un petit peu le fossé, n'est-ce pas? Non, non, ça ne creuse pas, puisque nous avions dit tout à l'heure que l'un des frais à l'accession à une frange de la population aux services bancaires, c'était l'analphabétisation. On suppose donc qu'un individu qui ne sait ni lire ni écrire, qui ne peut pas aller à la banque, mais il sait utiliser le téléphone. Et aujourd'hui, le mobile banking est un élément important, essentiel dans la bancarisation. Parce ça que devient un canal, ça c'est devient un canal, c'est un outil que les banques utilisent pour atteindre, toucher une frange de la population. Aujourd'hui, même les analphabètes ont un téléphone portable. Même les analphabètes utilisent le téléphone portable pour les transactions. Mais ces opérations ne se font pas
en dehors de la banque. Toutes les sociétés de téléphonie mobile qui font le mobile banking sont adossées en réalité à des banques. C'est les banques qui ont l'agrément pour exercer l'activité. Donc les banques utilisent le canal du téléphone mobile pour ce type d'activité. Merci. À présent, j'aimerais bien que nous revenions sur le soutien ou l'accompagnement des entreprises. Parlons donc des crédits. Alors, les particuliers comme les entreprises se disent, ben, les banques, elles en ont plein les coffres de l'argent. Alors, pourquoi est-ce que vous refusez ou vous êtes parfois réticent à faire des emprunts? Qu'est-ce qui justifie cette réticence? C'est un mauvais procès qui est fait à la banque. Tout à l'heure, M. Damas, Monsieur Damas disait que malgré tous les griefs, entre le premier semestre 2014 et le second semestre 2014, il y a eu un bond de 31%, c'est-à-dire le taux du financement du crédit à l'économie s'est accru de 31%. Ça veut dire que nous finançons l'économie. Mais vous savez, le métier de la banque est l'un des métiers les plus réglementés. L'octroi de crédit doit respecter un certain nombre de règles. Pour octroyer du crédit, nous procédons à des analyses poussées des dossiers. Et vous savez, qu'est-ce que le crédit, la signification du crédit, c'est la confiance. Bien sûr. Donc, vous ne pouvez pas faire du crédit sans faire confiance. Donc, généralement, qu'est-ce que nous étudions le dossier. L'analyse du dossier va porter sur l'individu, sur son business plan et sur sa capacité de remboursement. Mais encore faudrait-il que le promoteur de PME ou la PME soit une PME fiable et viable. Si nous faisons du crédit en ne respectant pas nos tests, mais nous exposons la banque. Vous courez des risques. Nous courons des risques. Vous allez me dire que la banque, c'est le risque. Évidemment. La banque, c'est certes le risque, mais c'est un risque qui doit être bien maîtrisé. La preuve, souvent vous nous taxez d'avoir des taux très élevés. Mais dans la fixation de taux, il y a 3 éléments qui rentrent en compte. Il y a généralement le coût des structures, le coût du risque et puis le coût des facteurs. Qu'entendez-vous par coût des facteurs? Le coût des facteurs, c'est tout ce qui permet à la banque de travailler. Okay? Donc déjà pour le coût des ressources, mais le coût des ressources dépend de la banque, en fait dépend de la capacité de la banque à mobiliser de la ressource. Généralement, ça se situe entre 3,5 et 4,5%. Ensuite, le coût du risque escompté, il peut être fixé au maximum à 4%. Donc, on se retrouve à 7,5, 8,5. Et ensuite, il y a le coût de la ressource qui est souvent entre 3% ou 2 et 3%. Ce qui fait que nous avons des taux qui se situent entre 10 et 11%. Mais avec la Banque centrale aujourd'hui et les banques ont travaillé, et là, il y a eu une loi qui a porté le taux d'usure à 15%. Ce qui fait que, même depuis un certain nombre de temps, le taux du crédit est sensiblement, et même pas sensiblement, a globalement baissé. Il est aujourd'hui de 15% et avant il était de... Non, le maximum est de 15%. Avant il était à 18%. Mais aujourd'hui les banques font des... Vous n'allez pas voir de banques possédant des taux de 14-13%. Aujourd'hui on est à 10, 11 et il y a des crédits qui se font à 5-6% parce qu'il y a la concurrence. Et de plus en plus, nos clients sont dotés d'une forte capacité de négociation. Les clients négocient. Le taux, ça se négocie. La durée se négocie. Mais nous assistons à un phénomène, c'est que beaucoup de PME ne savent pas exprimer leurs besoins. Souvent pour des besoins pour lesquels il faut procéder à, par exemple, du leasing, du crédit bail, le promoteur va plutôt vouloir du crédit classique. Je donne un exemple. J'évolue dans le secteur informatique, j'ai une société, je veux renouveler, en fait, ou dans une usine, je veux renouveler mon matériel de production. J'ai besoin de 800 millions pour acheter un moteur pour mon usine. Mais aujourd'hui, les banques peuvent le faire au travers d'un produit qu'on appelle le crédit bail.
Ça permet à la PME de ne pas sortir de l'argent de sa trésorerie. Elle contacte sa banque, elle contacte l'établissement de crédit bail qui va lui acheter ce matériel. À charge pour la PME de payer un loyer mensuel. Donc ça fait que cet argent peut être utilisé à autre chose. Et ça se fait. Par contre, la PME, au lieu d'utiliser ce moyen, va plutôt vouloir des espèces, alors que nous savons très souvent, ces espèces sont détournées de leur objet. Aujourd'hui, nous les banques, nous avons décidé d'accompagner l'économie, d'accompagner l'État, parce que nous voulons atteindre l'émergence. Et tout ça est pris en compte dans la fixation des taux, dans l'accompagnement que nous faisons aux entreprises et à nos clients particuliers. Monsieur Kwame, notre émission tire à sa fin. Alors, au-delà de tout ce que nous avons aujourd'hui exposé ici, que pouvons-nous retenir des défis et des enjeux de la bancarisation en Afrique? Je voudrais dire que les défis sont à plusieurs niveaux. Au niveau des banques, se rapprocher encore plus des populations, être innovante en proposant des produits beaucoup plus adaptés à nos populations, mais à nos États également, d'aider les banques, d'aider les populations dans le cadre de l'éducation financière et également à la population. Et c'est une exhortation, je demande à la population d'épargner. Vous savez, l'épargne permet de faire du financement. On se plaint du faible niveau d'accompagnement des banques, mais les banques financent à partir de quoi? À partir des ressources collectées, mobilisées. Mais quels sont ceux qui déposent ces ressources? C'est la population. Mais plus on dépose nos ressources, plus les banques collectent, mobilisent, elles peuvent faire beaucoup plus de financement. Eh bien, c'est sur cet appel aux populations et aussi aux États que s'achève ce numéro de Business Première. Merci d'avoir été avec nous, Monsieur Kwame Serge. Je rappelle que vous êtes directeur exécutif de l'Association professionnelle des banques et des établissements financiers de Côte d'Ivoire. Merci à vous aussi, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Ça a été un plaisir de vous présenter cette émission. Nous vous retrouvons avec un plaisir certainement renouvelé jeudi prochain. À bientôt. Cette émission vous a été proposée par la Banque Atlantique.